Je pense qu'on peut démarrer. Donc, bienvenue tout le monde. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, le webinaire d'aujourd'hui sera une présentation, c'est une réunion d'information en fait, sur l'appel à projet de la Guilde qui s'ouvrira en octobre. Enfin, pardon, en automne. C'est l'appel à projet d'automne. Donc, on a deux personnes qui vont nous présenter tout cela. C'est Adeline Rigolage, qui est chargée de mission Allianz Coopération, antenne de Amiens, et Noah Leang, je ne sais pas si je prononce bien, Si, très bien. qui est chargée, merci, qui est chargée des missions micro-projets à la Guilde. Il y a encore des gens qui sont en train de se venir maintenant. Donc voilà, pour ceux qui viennent de se connecter, on va enregistrer ce webinaire. Du coup, si vous ne voulez pas être enregistré, vous pouvez simplement couper votre caméra. Aussi, je vous invite à couper votre micro. On aura un espace de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc voilà, c'est pour pas déranger la personne qui est en train de présenter. Donc merci beaucoup et je laisse Noah commencer. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence à cette réunion d'information. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va vous présenter l'appel à projet qui s'appelle donc Automne 2024 et qui est mis en place par la Guilde. Peut-être donc pour compléter, il y a un onglet aussi converser. Et donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. Il y aura en effet des temps dédiés pour qu'on échange de vive voix. Mais si jamais vous avez des questions tout au long, nous les reprendrons lors de ces moments questions-réponses. Donc il y a cet onglet-là et n'hésitez pas à l'utiliser également. Je vous présente donc rapidement le sommaire. Donc, on va commencer par un petit temps où on va présenter donc les deux structures qui organisent ce webinaire, l'IAN Coopération et la Guilde. Ensuite, on va passer vraiment en détail sur les critères de sélection pour l'appel à projet, quelles associations sont éligibles, quels projets, types de projets sont éligibles. Ensuite, l'IAN Coopération vous présentera des recommandations voilà, comment déposer un projet finançable, un peu des petits tips qui sont toujours très utiles. Et enfin, nous passerons en revue tout le portail solidaire, la plateforme de dépôt de projet, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, quels sont les critères, qu'est-ce qu'on va aller regarder et qu'est-ce qu'on va demander aussi aux associations. Voilà, donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Liane Coopération pour la présentation de la structure. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis Adeline Rigolage, donc, comme l'a dit Elisa. Donc, je suis chargée de mission Allianz Coopération dans les bureaux d'Amiens. Donc, on a Allianz Coopération 3 bureaux, un à Lille, Arras et Amiens. Et on est donc un réseau régional pour accompagner les porteurs de projets de solidarité internationale dans les Hauts-de-France. Et sur le webinaire qui nous concerne aujourd'hui, en fait, on travaille en direct avec la Guilde sur l'accompagnement des micro-projets que les associations des Hauts-de-France peuvent porter. Donc, on propose des temps d'accompagnement individuels et collectifs, que ce soit dans les collectivités citées, mais aussi sur l'ensemble du territoire, des formations et des temps de mise en réseau également, pour vous permettre de monter en compétences, de favoriser le montage de projets avec plusieurs acteurs différents sur le territoire. Euh, Cet accompagnement conjoint avec la Guilde se fait donc au fur et à mesure du montage de votre projet. Donc nous, Allianz Coopération, on est vraiment là pour vous accompagner sur votre territoire de la réflexion à l'évaluation de votre projet. Donc vraiment sur les étapes de diagnostic, de planification, sur la présentation d'outils, etc. Et la Guilde sera là pour l'appel à micro-projet pour évaluer votre projet devant un jury, le financer et effectuer son suivi avec nous au fur et à mesure. Et nous, on sollicite également, on travaille la Guilde aussi en amont du dépôt de projet, s'il y a besoin parfois d'accompagnement en bilatéraux, par exemple, ou de conseils spécifiques sur votre projet. Donc tout ça est fait vraiment conjointement avec la Guilde. Donc au sein de Liane, l'équipe qui accompagne les micro-projets
donc qui est composé de 4 personnes. Donc Julie Massé qui est basée à Arras, Paula Sanchez et Elisa Borion qui sont basées à Lille, et moi-même donc à Amiens. Donc on a 3 antennes sur l'ensemble du territoire, et donc l'idée c'est que du coup on puisse se répartir les acteurs, donc les 2 personnes de Lille puissent accompagner sur le nord, Julie pour le Pas-de-Calais et moi-même pour du coup la partie Picardie. Voilà, il ne faudra pas hésiter à nous solliciter. Je pense que vous nous connaissez sans doute pour certains, en tout cas déjà. Mais voilà, vous avez reçu nos coordonnées dans les mails, dans les inscriptions, etc. Donc, il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous à la suite de ce webinaire pour poursuivre le travail sur vos projets. Et je relaisse la parole, sauf si vous avez des questions tout de suite sur ma structure, mais enfin, sur Liane. Mais sinon, je laisse la parole à Noah pour reprendre la présentation. Merci. Oui, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur Liane Coopération. Donc de mon côté, je vais présenter la structure donc, l'association qui s'appelle la Guilde. Donc la Guilde est une association qui est assez ancienne. Elle a été créée dans les années 1960 et reconnue d'utilité publique en 1981. La Guilde a 4 missions principales, c'est-à-dire 4 pôles d'activité. Le premier, c'est le pôle aventure. C'est vraiment l'ADN de la guilde. L'idée, c'est donc de soutenir des initiatives d'aventure, de voyage et d'exploration à travers donc ce pôle-là. Il y a notamment tous les ans le festival des écrans à Dijon, où il y a des films d'aventure qui sont diffusés pendant une semaine. Cette année, il va se tenir du 1er au 6 octobre. À Dijon toujours, et c'est en partenariat avec la ville de Dijon et voilà, il y a des choses intéressantes qui s'y passent, mais il y a aussi donc tous les ans des bourses de l'aventure où des personnes répondent à des candidatures. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai dit hein, autour de l'exploration, de l'aventure personnelle, de la découverte de soi et des autres. Donc voilà, ça fait un peu partie de l'ADN de la guilde historique. Mais aujourd'hui, donc, il y a toute une partie solidarité internationale qui s'est développée à la guilde et qui compose donc d'une part le pôle volontariat. En effet, la Guilde, c'est une des premières ONG qui envoie des volontaires sous 2 contrats. Le premier, c'est le contrat VSI et le deuxième, c'est le contrat service civique. Donc, ça permet à des associations françaises qui interviennent dans d'autres pays, dans des pays en développement, d'envoyer des jeunes ou des moins jeunes. Et voilà, la Guilde s'occupe de faire ce qu'on appelle l'intermédiation. Je vais en parler un petit peu après parce que le pôle volontariat est amené à collaborer. Enfin voilà, on travaille de plus en plus pour permettre aux associations d'avoir accès voilà, à ces ressources humaines qui peuvent être intéressantes pour vous sur le terrain. Ensuite, donc, il y a le pôle programme direct où en fait la guilde porte directement des projets. C'est surtout des projets autour voilà, du culturel, de la rénovation de bâtiments. Nous avons par exemple une radio de la paix en Irak ou une radio de soutien aux femmes en Afghanistan. On a aussi des projets de rénovation de mosquées ou encore de recyclage des déchets au Cameroun. Donc voilà pour les 3 autres pôles. Et donc aujourd'hui, le pôle qui organise cette réunion avec Liane Coopération est le pôle microprojet. Et donc le pôle microprojet, il a 2 missions principales. La première, c'est vraiment de valoriser finalement ce que vous faites, donc ce que font les petites et moyennes associations de solidarité internationale en France et à l'international. Et grâce à ça, à travers ça, on va favoriser la mise en place de microprojets de développement à l'international. Donc nous, ce qu'on entend par microprojet, c'est vraiment voilà, des projets qui sont très localisés et aussi des projets qui ne peuvent pas être financés directement par des grands bailleurs internationaux tels que l'AFD ou l'Union européenne, par exemple. Donc l'idée, c'est voilà, c'est des associations qui ont des moyens aujourd'hui inférieurs à 200 000 euros de budget annuel et qui mettent en place des projets dans des zones pardon, très localisées. Donc voilà les missions du pôle microprojet.
Pour mettre en place, ces missions, on a 4 activités, principales. La première donc, c'est d'accompagner et de former, les associations et ça, on le fait, très fortement en lien avec les réseaux régionaux multi-acteurs tels que l'IN Coopération pour tout ce qui va être formation, accompagnement, mise en contact, mise en réseau, compréhension aussi des différents bailleurs qui existent sur le territoire. C'est, les réseaux régionaux qui ont une connaissance, beaucoup plus fine, et une expertise beaucoup plus fine de ce qui se passe sur leur territoire et l'expertise aussi, d'accompagner et de former les associations. Mais comme l'a dit Adeline, nous sommes toujours en lien, pour des accompagnements en binôme, pour, voilà, plein de choses. La 2e des activités, c'est, le suivi et l'évaluation, des projets. Ce suivi, il se fait, à distance, mais il se fait aussi à travers des missions d'évaluation, des projets où on va, les chargés de mission vont se déplacer, sur place pour aller voir, les projets et rendre visite aussi aux différents partenaires, voir aussi les collaborations futures qui peuvent se faire en fonction des besoins. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment d'aller voir sur place, ce qui se passe, en plus, voilà des échanges que l'on a, à distance, sur le projet. La 3e activité, c'est la capitalisation. L'idée, c'est vraiment de venir, consolider, de faire remonter des informations de plusieurs associations, de plusieurs projets, et d'en faire, de la matière qui va permettre à d'autres associations, de connaître, de se former, de mieux savoir, comment faire sur certains projets. Donc ça peut être, des fiches thématisées, des fiches par pays, ou aussi, organiser des temps d'échange, des temps de rencontre entre les associations. Liane Coopération, fait aussi, ces temps d'échange et cetera, donc n'hésitez pas aussi à voir ce qui s'organise de leur côté. Voilà, mais l'idée, c'est toujours d'alimenter une médiathèque en ligne que l'on a, par des guides thématiques, par des fiches de bonnes pratiques qui sont toujours, réalisées grâce au savoir des associations et voilà, qui permettent de diffuser ce savoir-là et de le faire connaître à d'autres associations, mais aussi de valoriser ces projets-là, ce savoir-là, auprès d'autres bailleurs pour montrer, l'impact des microprojets, la force des microprojets. Et enfin, bien sûr, une des activités, c'est le financement. Donc, nous, on finance des microprojets à travers des appels à projets. On ne fait pas, du financement, au fil de l'eau, on fait vraiment 2 appels à projets, par an qui sont, multithématiques et multi-pays. Le premier, il est, au printemps et le deuxième, il est à l'automne. Et donc aujourd'hui, je vous parle, de l'appel à projets qui se déroule en automne. Et donc voilà, pour donner un petit peu le cadre de ce financement, en fait, c'est donc l'AFD qui nous confie, 1 000 000 € chaque année et avec ça, on va financer, une centaine. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins parce qu'on a, je vais en parler, 2 seuils de financement, voilà, 2 microprojets tous les ans. On est plutôt sur 80, aujourd'hui, 80 microprojets financés par an. Donc comme je vous l'ai dit, sur cet appel à microprojets, on a aujourd'hui 2 seuils de financement. Le premier, et il est à destination de toutes les associations qui sont éligibles, aux critères que je vais vous mentionner juste après. Et donc toutes les associations peuvent demander entre 3 000 et 12 500 €. Et aujourd'hui, on a un deuxième seuil qui permet de financer, des associations, plus largement, donc jusqu'à 20 000 € sous certaines conditions. La première, c'est d'avoir déjà été financé, par la guilde, dans le passé sur d'autres appels à projets et avoir un budget annuel de l'année dernière supérieur à 50 000 €. Pourquoi? L'idée, c'est qu'on arrive aujourd'hui à financer, de manière plus importante, certains projets, mais sans que ça vienne, trop prendre sur l'enveloppe globale. Donc on va venir, mettre ces critères-là pour éviter que, trop d'associations demandent 20 000 € et que du coup, on finance beaucoup, beaucoup moins de projets. Donc cette somme-là, elle a certaines conditions. En fait, elle ne peut pas représenter plus de 50 du budget total de votre projet. Donc par exemple, si votre budget total est de 20 000 €, vous ne pourrez demander que 10 000 € à la guilde, pas 12 500. Donc il y a aussi ces marges de plafond à regarder, lorsque vous allez solliciter la guilde, pour votre projet. Peut-être il y a des questions déjà à ce stade-là? Je vous laisse m'interrompre, si c'est le cas, parce que je ne vois pas les mains levées. Pour rappel, Donc vous pouvez, dans l'onglet oui, du haut, vous avez un petit logo, levez la main. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une question, à cliquer dessus et on vous donnera la parole. tout à fait, merci Adeline. Alors, pour qui, est,
ces appels à projets sont organisés. Donc ces Alors, appels à juste, projets, ils sont... du coup, il y a une Ouais, question. Est-ce qu'on peut la prendre maintenant, Noah? oui, bien sûr. Alors, je vais essayer. Alors, Geneviève, Je vous allez-y, vous pouvez écoute. ouvrir votre micro. Je vous entends pas, je ne sais pas si... Non, je pense qu'il faut ouvrir votre Non. micro. Voilà. Ah, oui, vous pouvez parler, Geneviève. Voilà, allez-y. Oui, Voilà. voilà. Pour déposer une demande de financement, il faut qu'on ait déjà la moitié de ce qu'on demande, en fait, c'est ça? Non, il n'est pas obligatoire, pardon, d'avoir déjà les fonds acquis. C'est Oui. juste que quand vous nous sollicitez, vous ne pouvez pas solliciter plus de la moitié de votre budget à la guilde. Donc il faut obligatoirement avoir des fonds complémentaires. OK. Soit c'est des fonds propres de votre association, à travers des dons, à travers voilà, d'autres Mhm. activités, soit vous avez sollicité d'autres bailleurs privés ou publics. OK, j'ai Mais compris. c'est pas obligatoire de l'avoir acquis déjà, en effet. Merci de la précision. Et qu'est-ce que vous appelez valorisation? Ah, c'est une bonne question. Alors, les valorisations, en fait, c'est tous les apports non monétaires que vous allez pouvoir justement mettre en avant, donc valoriser dans votre projet. Par exemple, du temps bénévole sur place des personnes locales qui, normalement, vous auriez dû, par exemple, je ne sais pas, rémunérer un maçon pour faire un certain nombre de choses, mais il y a quelqu'un qui va donner de son temps libre. Bah, ce temps libre, vous pouvez le valoriser au SMIC local, par exemple, et le mettre comme un apport du projet. S'il y a par exemple aussi des dons de terrain, c'est quelque chose qui peut se valoriser parce que normalement vous auriez dû, louer un terrain, mais heureusement c'est voilà, c'est donné et ça va venir jouer dans cette marge de plafond parce que les valorisations peuvent valoir jusqu'à 25 des apports de votre budget. Ce qui fait que donc 50 demandés à la guilde, 25 de valorisation, ce qui vous reste plus que 25 d'autres, apports, que ce soit, voilà, fonds propres ou autres bailleurs à trouver. OK, merci. Est-ce que c'est clair? C'est pas toujours évident ces calculs, valorisation, et plancher, plafond. Parfait. OK, très bien, super. Bon, je continue, mais n'hésitez pas. Alors, donc, cet appel à projet, il est à destination de toute association française qui est en partenariat avec une structure locale. C'est obligatoire d'être une association, loi 1901, de plus de 2 ans d'existence, donc enregistrée en préfecture ou au tribunal d'instance et la date de création, elle est, de plus de 2 ans par rapport à la date de clôture de l'appel à projet. Donc je l'ai pas encore dit, pardon, mais la date de clôture de l'appel à projet, ce sera le 12 septembre de cette année. Donc il faut absolument qu'au 12 septembre, votre association elle ait plus de 2 ans d'existence, enregistrée et que ce soit une association loi 1901, française. Heu, Quand on dit en partenariat avec une structure, locale, c'est qu'il y a une convention de partenariat claire qui lie votre association et la structure, locale qui existe donc dans le pays, d'intervention du projet et qui a un papier, un document de reconnaissance, émis par une instance, comment dire? Étatique, du pays, sur place. Heu donc comme je l'ai déjà dit, votre association doit avoir moins de 200 000 € de ressources annuelles. On est vraiment sur du micro-projet, sur de l'association de petites et moyennes associations. Donc, nous, on va demander comme document, votre budget annuel de l'année N-1, donc de l'année, 2023, pour pouvoir vérifier cette information. Votre partenaire ne peut pas être une personne, individuelle, ne peut pas être une personne, physique, mais bien une personne morale. Ça peut être, une association, une coopérative, une école, une mairie, mais ça peut pas être une personne. Ça doit vraiment être, voilà, un groupement moral. En ce qui concerne les types de projets qui vont pouvoir être, financés par la guilde, tout d'abord, ça doit être des projets qui, émanent de vrais besoins qui ont été formulés, émis par les populations, locales directement et non pas, voilà, une idée un peu télescopée de la France vers le pays, qui est une vraie co-construction entre, les populations locales à qui vous allez apporter, à qui, le projet va venir bénéficier, le partenaire local et vous. Voilà, c'est cette co-construction qui est, importante pour nous et il faut la démontrer dans le récit, dans le narratif de votre projet.
Les types de projets qui sont éligibles, c'est toutes les thématiques traditionnelles de ce qu'on appelle l'aide au développement. Donc ça peut être de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'eau, de la formation, tout ce qui va être protection des enfants, autonomisation des femmes, formation professionnelle, et cetera, et cetera. Sur le projet, ça c'est très important, le projet ne doit pas faire moins de 1 an et ne doit pas faire plus de 3 ans. C'est cette durée-là, ça peut comprendre la mise en place d'activités de suivi et évaluation. Par exemple, on va mettre en place un forage. La construction du forage, elle va durer plus ou moins 6 mois. Mais ensuite, on va mettre en place, un comité de gestion, pour, gérer, ce forage, pour gérer la distribution de l'eau. On va suivre ce COGES, sur le temps long et tout ça, ça va faire 1 an. Bien que, par exemple, juste l'installation, ça dure moins de temps, tout l'ensemble du projet que vous nous présentez, dans le calendrier et dans les activités, ça doit faire au minimum 1 an et au maximum 3 ans. Pour ce qui est des pays éligibles, tous les pays, il y a une liste, de l'OCDE, donc c'est les pays éligibles à l'aide au développement de l'OCDE qui sont éligibles, sauf malheureusement depuis fin 2022, le Mali. Et une nouveauté de cet appel à projets, c'est qu'il y a certaines thématiques qui vont être éligibles pour, les pays, Burkina Faso et Niger. Par contre, ça va devoir, voilà, c'est sous réserve de la validation, de l'ANO par l'AFD. Dans tous les cas, tous les projets doivent être, validés par, l'ANO. Donc c'est, l'AFD qui vient, comment dire? Étudier un petit peu votre projet et voir s'il va être financé ou pas. Mais c'est important de retenir que c'est surtout des thématiques prioritaires, un peu entre l'urgence et le développement, comme, la santé, la nutrition, l'eau, l'hygiène et l'assainissement et la thématique de la jeunesse qui vont pouvoir être éligibles. Les autres thématiques, sur les pays, du Burkina Faso et du Niger, ça ne pourra pas être éligible et dans tous les cas, l'AFD ne le validera pas. Donc voilà, sur ça, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à vous tourner, vers Liane Coopération, avec nous pour qu'on puisse, en discuter pour être sûr que voilà, que vous déposiez pas un projet qui de toute façon ne pourra pas être éligible. D'autres projets qui sont inéligibles, ça va être tous les projets, ponctuels, tous les projets aussi, de construction uniquement simple, par exemple d'une construction, d'une école mais sans équipement ou, sans formation ou sans voilà, d'autres choses que juste de la construction, simple. Pourquoi? Bah, parce que déjà ça dure moins d'1 an, mais aussi parce que voilà, on soutient pas tout ce qui est, projet ponctuel. Les projets d'urgence aussi, on ne soutient pas tout ce qui est, aide alimentaire par exemple. D'urgence, on ne peut pas, les soutenir. On est vraiment sur du développement. Tout ce qui est microcrédit aussi, ne peut pas être soutenu par la guilde et au niveau des cofinancements, il faut faire attention à ne pas avoir de cofinancement par d'autres organismes qui sont financés, par le MEAE ou l'AFD. Il y a par exemple, le Forim qui est un autre bailleur qui ne peut pas être, dans un cofinancement sur le même projet. Il peut cofinancer l'association sur d'autres projets, mais sur le même projet, ça ne pourra pas, voilà, ça ne pourra pas être un cofinancement éligible. Également, les financements des ambassades, il faut faire attention parce que ça n'est pas éligible avec nous aussi, parce que c'est des financements par le MEAE, qui transitent par le MEAE. Voilà. Sur les types de projets, je vais finir par cette slide-là et ensuite je prendrai vos questions. Donc, on souhaitait rappeler que les projets qui utilisent le sport comme levier de développement sont désormais éligibles aux appels à projets généralistes de la guilde. L'idée, c'est vraiment d'utiliser le sport comme un moyen, comme un outil pour l'atteinte des objectifs de développement durable. L'idée, c'est que on a eu des appels à projets autour du sport et développement qui ont eu lieu depuis 2019 et aujourd'hui, ces appels à projets sont finis et donc on a rendu éligible le sport sur nos appels à projets généralistes pour permettre aux associations de continuer à, voilà, à soutenir et à développer des projets autour du sport comme outil de développement. Donc voilà, l'idée, c'est d'utiliser le sport comme, un levier de sensibilisation, par exemple, ou un levier de mobilisation, par exemple, au respect de l'autonomisation des personnes. C'est pas vraiment le sport de manière compétitive. Le sport pour créer un club de sport, par exemple, ça va pas être quelque chose qu'on va pouvoir soutenir, mais ça a besoin vraiment d'être, un outil au service et en faveur du développement qui est souhaité pour les populations. Donc voilà pour le sport. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici?
Peut-être, Noah, juste est-ce que tu peux préciser l'ANO? Parce que du coup, tu as Ouais, lancé le sigle, mais c'est vrai. qu'est-ce que c'est? Donc l'ANO, c'est ce qu'on appelle, ça s'appelle avis de non-objection. C'est en fait un criblage, tout simplement, que fait l'AFD en interne pour lutter contre le blanchissement d'argent et le financement du terrorisme. Tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va fournir un certain nombre d'informations qu'on vous demande lorsque vous remplissez le formulaire de demande de financement, comme les membres qui composent votre conseil d'administration, l'association, et s'il y a des personnes qui sont exposées, par exemple, politiquement. Et l'AFD va faire un criblage et va juste évaluer s'il y a des associations qui peuvent être à risque. Honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu un rappel ou un ANO qui a été refusé. Mais c'est une procédure qui prend un certain temps au sein de l'AFD et qu'il faut prendre en compte. Je vous mettrai ensuite le calendrier. Mais l'AFD, aujourd'hui, ça prend quand même cette validation entre 1 et 2 mois. Donc après l'annonce des résultats, une fois qu'on vous a dit on va financer votre projet à hauteur de X euros, il y a cette étape qui est à passer. Et donc c'est à prévoir aussi dans les délais avant de recevoir les fonds. Donc de 1 à 2 mois, à partir de novembre, qui est le stade où vous aurez les résultats. Je vois que Marie-Hélène, vous avez levé la main. N'hésitez pas à enlever votre Allez-y, micro. Marie-Hélène, vous pouvez allumer votre micro. Alors, on ne vous entend pas. Votre micro est éteint. Vous devez cliquer sur le micro, sur l'onglet du haut. Vous avez à côté de caméra, microphone. Il faut cliquer dessus pour l'activer. Non, je ne vous entends pas. Alors, s'il y a un problème avec votre micro, parce que j'ai l'impression que votre micro est bien activé, mais on ne vous Ouais. entend toujours pas. Du coup, si vous préférez, vous pouvez écrire dans le chat. Vous avez un petit onglet avec une bulle où il y a écrit conversation. Si vous pouvez taper votre message dans la bulle, et comme ça, je pourrais le lire à haute voix aussi. Je vous propose de vous laisser le temps de le taper et qu'on continue la présentation. Et dès que votre message est tapé, je lirai la question à haute voix. Merci. Je vois que Doc B, vous avez levé la main également. N'hésitez pas aussi à... Ouais, bonjour. J'ai Bonjour. juste une petite question. Donc, du coup, moi, mon association a été créée en 2023. Donc, on doit avoir plus de 2 ans, c'est ça, d'existence pour Tout à pouvoir. fait. Et c'est chaque année, donc là, cette année, on ne peut pas le faire. Exactement. Par contre, C'est on a donc c'est cyclique. On a 2 appels à projets par an, un en printemps et un en automne, et ça tous les ans. Donc, vous pouvez déjà peut-être commencer à solliciter Liane Coopération pour préparer votre dossier. Peut-être aussi qu'ils connaissent d'autres bailleurs qui n'ont pas cette c'est en exigence des septembre 2 et ans. quand? Du coup, là, c'est ça, c'est en septembre, et le prochain, ce sera de janvier à mars. Mais si c'est en 2023, ça dépend quand est-ce que ça a été créé, en début d'année ou plutôt en fin d'année, votre association? C'était en avril. Bah, peut-être que ça peut passer, parce que des fois, on clôture l'appel à projets le 5 avril, des choses comme ça. Donc ça, des fois, ça joue à quelques jours près, malheureusement. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Faudra regarder. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Marie-Hélène est en train de taper son message, donc je le lirai dès que c'est bon, dès que j'ai tous les éléments. Très bien. Bah, en attendant, je vais passer, donc là, on a vu un peu les critères d'éligibilité, donc c'est ce qu'on appelle les critères, obligatoires. Enfin, c'est des critères, qui ne peuvent pas, comment dire? Oui, c'est des critères, stricts, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et nous avons ensuite, les critères de sélection. Donc c'est un peu des critères souples qui, peuvent vous aider à comprendre comment est-ce qu'on fait le choix entre les projets qui vont être financés et les projets qui vont devoir, peut-être être retravaillés pour une prochaine session.
Sur ces critères plus souples, donc les critères de sélection, nous avons différents éléments qu'on va regarder lorsqu'on étudie les demandes de financement, les demandes de projets qui nous sont déposées. La première, ça va être la pertinence. Comme je vous l'ai déjà dit auparavant, une des choses que regarde la guilde, à qui elle accorde beaucoup d'importance, c'est comment la solution, le projet qui est proposé est vraiment ancré localement, émane vraiment d'une demande des populations, des bénéficiaires, et elle est construite en fonction de cette demande-là, en fonction des échanges, des réflexions qu'il va y avoir avec les populations locales. En fait, ce qu'on cherche, c'est qu'il y ait pas de projet, qui ait pas d'ancrage local, qui soit un peu, hors sol, et donc cette demande locale, elle est importante et il faut surtout la valoriser parce que parfois c'est le cas, mais lorsqu'on lit le dossier, on ne le voit pas apparaître. Voilà. Donc ce qui est important, c'est que votre projet ait un bon ancrage local, pas faire de projets, par exemple, qui vont à contre-courant de ce qui est possible de faire sur place. Par exemple, si c'est un projet, d'éducation, s'assurer qu'il y ait un lien ou comment dire? Un échange avec, les différentes instances, gouvernementales. Par exemple, que les salaires puissent à terme être pris en charge par le gouvernement. Voilà, l'idée c'est qu'il y ait des vraies, articulations avec, ce qui existe en fait localement, donc les politiques locales, les autres ONG, les associations locales, enfin voilà. Ne pas se téléporter, mais bien, une fois qu'on arrive sur le territoire, voir ce qui existe déjà et comment on peut construire avec, faire des collaborations avec tout le tissu qui existe déjà sur place. Hem, le deuxième aspect qu'on regarde, c'est, la pérennité. C'est vraiment la colonne vertébrale, de votre projet. Nous, on va regarder comment, une fois que le financement sur ce projet-là s'est arrêté, le projet va continuer à exister de lui-même, sans financement extérieur. Comment il va, s'étendre, voilà, continuer dans le temps. Donc c'est un des éléments qu'on va vous demander, notamment sous forme de la viabilité, économique et technique. Voilà, l'idée comme c'est écrit là, c'est de voir comment le projet peut devenir autonome à moyen terme, de le démontrer. L'équilibre du budget est quelque chose que l'on regarde aussi, tout simplement la proportionnalité entre les dépenses et les résultats attendus. Par exemple, si on investit beaucoup d'argent pour, peu de bénéficiaires, on va se poser la question de: «Est-ce que le projet est le plus efficient, possible?» Donc voilà, c'est tout simplement un équilibre, une cohérence entre, le montant des dépenses et les résultats qui sont attendus, le nombre de bénéficiaires aussi qui sont touchés. Ensuite, on va regarder aussi votre capacité à mesurer les effets et les impacts de votre projet à travers des indicateurs, de résultats. Tout simplement mesurer la différence, comment vous mesurez la différence entre avant votre projet et après votre projet. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment moi j'observe les choses pour le faire remonter. Ensuite, il y a une attention particulière qui va être portée sur la participation. L'idée, c'est vraiment, toujours dans cette idée d'ancrage local, d'inclure les bénéficiaires tout au long, du projet, d'être à l'écoute et connaître leurs priorités. Toujours pour éviter de faire des projets qui ne vont pas, venir bénéficier les bénéficiaires parce qu'ils seront trop hors sol, trop éloignés, de ce dont les bénéficiaires, ont vraiment besoin. Donc les bénéficiaires, comment ils vont être impliqués, tout au long du projet dans toutes les phases, donc dans les phases de ce qu'on appelle le diagnostic. Donc en amont de la mise en place du projet, toutes les discussions, qui vont être amenées pour savoir quelles activités on va mettre en place et aussi tout au long du projet, comment vous allez les inclure. Comment ils vont aussi pouvoir s'approprier du projet et le prendre en main par la suite sur le moyen terme. Ensuite, donc on porte aussi une attention particulière à ce qui est appelé les thématiques transverses. Donc c'est des thématiques qui, peu importe le projet, devraient être, réfléchies, à certains égards. Par exemple sur, l'égalité femmes-hommes, ce qu'on appelle le genre, l'égalité femmes-hommes. Donc est-ce qu'il y a des femmes qui sont tout simplement incluses dans le projet? Est-ce qu'elles sont à des postes de responsabilité? Est-ce qu'on fait attention au temps de parole qui est accordé à ces femmes-là pour être sûr que leur parole est entendue, au même stade, oui, au même stade que les hommes? Donc c'est quelque chose, voilà, l'égalité femmes-hommes, on en porte une attention. La jeunesse aussi. Donc nous, on entend par jeunesse, toute personne de moins de 35 ans, enfin de 18 à 35 ans.
Parce que voilà, l'idée, c'est que le monde de demain, bah, il se construit avec eux et comment on va faire pour intégrer, ces jeunes, dans notre réflexion, dans notre conception de projet. Pas uniquement comme bénéficiaires, mais aussi comme acteurs, de leur propre avenir et de ce projet. Enfin, le dernier aspect qu'on va regarder, c'est, l'environnement. Voilà, l'idée, c'est de ne pas faire de projets qui vont avoir un impact très négatif sur l'environnement et s'il y a parfois des impacts négatifs, par exemple dans la construction, des projets, bah, voilà, parfois, il y a un impact négatif sur l'environnement. Beh, quelles vont être, nos réflexions à porter là-dessus et peut-être d'autres, choses qui vont être mises en place pour essayer de rééquilibrer et que finalement notre projet, il ait un impact plus modéré, sur l'environnement. Donc c'est tout simplement une réflexion, qu'on vous demande, à avoir pour savoir, voilà, qu'est-ce qui a été réfléchi dans le cadre du projet que vous nous présentez. Pour finir, je voulais vous présenter une, nouveauté des appels à projets qui a été mise en place depuis, donc cette année, depuis 2024. Et c'est que, les VSI, enfin une partie des frais d'accueil de VSI sont des dépenses qui sont désormais éligibles à notre dotation. Avant, ce n'était pas, éligible, parce que donc on le verra par la suite, mais il y a certaines dépenses qui sont éligibles à notre dotation et d'autres dépenses qui ne le sont pas. Mais aujourd'hui, donc les frais, d'accueil et d'envoi de VSI sont éligibles à la dotation. Donc l'idée, c'est de vous présenter un petit peu ce dispositif pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc l'idée, c'est que voilà, le volontariat de solidarité internationale, c'est une mission qui est d'intérêt, général et à réaliser en dehors de l'Union européenne, dans les domaines de la coopération au développement et de l'action humanitaire. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des jeunes ou des moins jeunes qui s'engagent dans les domaines de la coopération, internationale, en dehors de l'Union européenne pour, 1 an, 2 ans et cetera. Voilà, donc la demande, elle peut, couvrir des frais, par exemple, de, transport de ou vers le lieu de la mission, l'indemnité, du VSI, les logements ou des frais annexes ou des frais liés à l'exercice de la mission. À l'inverse, la demande ne pourra pas couvrir des frais, en fait, qui sont déjà couverts, par d'autres, dispositifs, de l'État, tels que, les charges de couverture sociale, de mutuelle, d'assistance rapatriement et de formation parce qu'en fait, voilà, c'est des frais qui sont déjà couverts distinctement par des frais, par des financements publics, pardon. Donc voilà, les principales caractéristiques, du VSI, c'est des missions qui sont entre 1 an et 6 ans maximum. C'est ouvert à toute personne qui soit majeure et de toute nationalité, sauf celle du pays qui l'accueille dans le cadre de la mission. L'idée du VSI, c'est vraiment une personne qui va venir apporter une compétence, une expertise précise pour, pour le projet. Par exemple, dans un projet de santé, on va, recruter pendant 1 an, un infirmier qui va, apporter un certain nombre de compétences, dans le cadre de l'équipe parce que c'est une compétence qu'on n'avait pas sur place ou que l'équipe n'avait pas sur ce moment. Ça peut être aussi, des compétences de coordination de projet, d'ingénierie de projet, de montage de projet, pour être sûr d'avoir une bonne coordination sur place, du projet. Donc voilà, l'idée c'est que la structure d'envoi, donc l'association française, donc vous, si vous avez, envie, de mettre en place un VSI, l'association, enfin la structure d'envoi doit prendre en charge un billet aller-retour sur le lieu de mission, des frais de visa et des indemnités mensuelles et une partie de la couverture santé. Et donc c'est sur ces frais-là que la dotation de la guilde peut vous aider, parce que parfois, voilà, couvrir tous ces frais-là et être en capacité d'envoyer un VSI, c'est pas toujours évident, pour l'association, française. Alors, on Donc avait une oui. question de Alexane. Oui, alors moi, ma question par rapport au VSI, c'est que tout à l'heure, on avait dit qu'il n'y avait pas de cofinancement possible avec l'Union européenne. Et du coup, là, est-ce que ça pose pas de problème par rapport au projet? Parce que vous avez un VSI cofinancé par, l'Union européenne qui est envoyé? Alors non, non, moi, pas du tout. En fait, je suis pas une association, je suis une chargée de mobilité européenne internationale. Donc, en fait, là, c'était plus pour m'informer D'accord. justement, pour accompagner aussi. Et donc, je me disais par rapport aux frais qui sont déjà pris en compte, déjà subventionnés, enfin, il me Mmh. semblait par rapport à l'Union européenne, quoi.
Oui, alors ça, c'est effectivement, donc là, il va falloir, en fait, nous, ce qu'on va conseiller aux associations, c'est de mettre, dans le budget la ligne des frais VSI, ce que ça leur coûte vraiment l'envoi, de ces VSI et ensuite nous, on ira, regarder plus en détail, les frais que l'on peut couvrir ou pas. On demande aussi aux associations lorsqu'elles répondent à l'appel à projet, à quel pourcentage de temps, le VSI va occuper dans le cadre de ce projet précis et en fonction de ça, on pourra segmenter, les frais qui sont pris en charge sur d'autres projets, dans le cadre, d'un financement Union européenne ou autre et les frais qui seront pris en charge dans le cadre du temps dédié au VSI pardon, dans le cadre du projet présenté et financé par la guilde. Mais nous, on conseille de mettre vraiment, pour simplifier les démarches de l'association, l'ensemble des dépenses que leur coûte un VSI et nous, ensuite, on ira voir, qu'est-ce qu'on peut, prendre en charge ou pas. Ok, merci. Merci à vous. Jean-Pierre, je vois que vous avez levé pardon, la main Oui, également. oui, bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est au niveau du VSI. Est-ce que le VSI peut appartenir à l'association ou c'est une personne extérieure à l'association qui dépose le projet, l'association qui dépose le projet? Alors le VSI, c'est un contrat, donc ça peut effectivement être une personne de votre association, par exemple un bénévole qui va décider de partir 1 an et le contrat qui va être choisi pour que cette personne parte 1 an, ce sera le VSI. Donc oui, D'accord, ça peut être une personne de l'association, qui choisit, contractualiser, de faire un contrat VSI et de partir sur place, mais qui avant était bénévole de l'association ou autre. Ça permet aussi de valoriser, son engagement sous un autre contrat. très bien, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je pense que c'est bon. N'hésitez pas à m'arrêter, hein, parce que là je vois pas les visages, donc je sais pas quand il y a des mains levées. Alors, Donc je il y voulais a un ah autre. oui. Alors, Marie-Hélène qui lève la main. Alors, oui, je vais voir si. Parce que dans la conversation, j'ai pas vu de questions, en fait. Vous parlez de votre projet, mais j'ai pas de questions, Marie-Hélène. Si vous souhaitez ajouter la question en plus des commentaires. Alors, je peux lire ce que vous avez écrit pour l'instant, mais du coup, c'est l'association APA couplée à l'association ACAPA au Cameroun qui a présenté un projet d'aide à l'amélioration de l'habitat à Akono. Et elle a créé une briqueterie avec un financement de coopération française. Ce projet peut tenir sur 2 ans pour servir d'exemple. Mais du coup, quelle est la question derrière cette... Je vous laisse écrire, Marie-Hélène, et vous me dites quand c'est bon. Du coup, je te laisse reprendre, Ouais. Noah. Oui, je voulais simplement finir cet aparté sur les VSI, pour voilà, vous rappeler que donc la guilde est une structure, d'envoi, de VSI et que vous pouvez bénéficier de l'expertise, de la guilde, sur différents plans. C'est ce qu'on appelle donc, l'intermédiation. Donc la guilde, elle a une expertise, et elle gère la formation au départ de ces VSI. Heu, il y a aussi, le suivi en cours lorsque le VSI sera sur place, tout le suivi, administratif, par exemple, du VSI sur place, pendant, la mission et aussi l'accompagnement au retour des volontaires. Ça, c'est des formations qui sont, exigées aussi, par l'État et donc, la formation au départ et le retour, des volontaires, c'est obligatoire et la guilde, peut s'en charger et ça peut être, voilà, intéressant si vous avez envie pardon, d'adhérer à ce dispositif. Ça permet aussi à vos volontaires de s'engager dans un cadre juridique qui est sécurisé et professionnel, d'accéder aussi à des profils de volontaires professionnels. Nous, on a voilà tout un, comment dire? Un pool de jeunes, engagés, aussi notre site internet où on peut, diffuser votre offre et qui peut du coup vous permettre d'avoir accès à des profils qui sont, intéressants. Vous pouvez aussi bénéficier, de l'appui de jeunes en service civique pour vos projets. Donc pour les services civiques, les frais ne sont pas encore éligibles parce que c'est, voilà, c'est tout un contrat différent, un profil différent, donc on essaye de travailler pour le rendre éligible, mais aujourd'hui ça n'est pas le cas. Mais ça peut être intéressant également d'envoyer, des jeunes en service civique pour vos projets. C'est un peu moins coûteux, enfin voilà, il y a d'autres avantages. L'idée aussi, c'est, de permettre d'être en lien avec les partenaires institutionnels, de la guilde et de bénéficier tout simplement d'informations utiles pour vos équipes.
Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur vraiment tout ce qui est volontariat, intermédiation de la guilde. Je pourrais vous transmettre les contacts de mes collègues du volontariat pour plus d'informations, pour savoir si cela vous intéresse. Pour Alors, revenir je sur pense, l'appel à projet, ouais. excusez-moi, du coup, je pense que Marie-Hélène, vous avez eu votre réponse dans le chat par Julie. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à remettre un message. Et je voulais juste compléter d'accord. par rapport à un dispositif qu'on propose en termes de volontariat, qui est du Oui. volontariat d'échange de compétences, qui s'appelle donc le programme Explore, et donc qui vous permet de mobiliser un professionnel, un expert, sur une thématique donnée, qui peut être très large comme les thématiques des micro-projets. Vous mobilisez cette expertise pendant 1 semaine à 2 semaines et la personne vient sur le terrain et ça peut être pour faire un diagnostic terrain, ça peut être pour faire une évaluation de votre projet, ça peut être également pour proposer une formation aux personnes sur place. Voilà, voir enfin, ça peut être vraiment différents éléments. Ça peut être aussi de la maîtrise d'ouvrage, donc de l'installation, maîtrise d'ouvrage sur place. Donc voilà, je pourrais mettre un lien dans le chat et vous le renvoyer par mail et prévoir ensuite des échanges avec vous si jamais c'est des missions de volontariat qui pourraient vous intéresser et vous permettre de faire aussi avancer votre projet. Voilà. Parenthèse fermée, je laisse Noah reprendre la parole. Oui, tout à fait. Merci Adeline pour le dispositif Explore qui, je pense, s'inscrit également dans ces différents dispositifs de volontariat. Grosse parenthèse volontariat fermée. On revient à l'appel à projet. Donc, je vous ai mis là l'agenda. Donc, effectivement, l'appel à projet automne 2024 est actuellement ouvert. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur la plateforme de dépôt qui s'appelle le portail solidaire, que je vous présenterai en fin de webinaire, pour déposer une demande de financement en présentant votre projet, etc. Et cette plateforme, cette possibilité de déposer un projet se clôture automatiquement le 12 septembre 2024 à 23h59. Donc, il est très important de se préparer en avance, de solliciter Liane si vous avez besoin d'appui et conseils en amont et de commencer à remplir le dépôt avant cette date-là parce qu'une fois que c'est clôturé, nous, on ne peut pas se permettre d'ouvrir la session. Donc surtout, voilà, bien préparer en amont votre dépôt parce que voilà, on demande un certain nombre quand même de documents, d'informations, donc ça peut prendre un certain temps de remplir ce dépôt. Je voulais vous donner un calendrier un peu plus large du processus de dépôt de dossier, comment ça se passe. Donc, une fois que vous avez déposé le dossier, pardon, non, ça c'est le processus de dépôt. Donc, une fois que vous avez rempli ce dépôt, on vous recommande de vraiment relire, de prendre le temps de relire, peut-être parfois par une tierce personne qui ne gère pas votre projet, pour être sûr que votre projet soit compréhensible par quelqu'un qui ne connaît pas votre association, qui ne connaît pas votre projet, le rendre le plus lisible possible. Ensuite, bien vérifier que vous êtes dans la bonne session. Donc en ce moment, il n'y a pas de risque parce que c'est la seule session qui est ouverte, le seul appel à projet. Mais parfois, on a plusieurs appels à projet qui sont ouverts au même moment, mais pas à destination des mêmes associations ou des mêmes thématiques. Donc bien faire attention que vous répondez à l'appel à projet automne 2024. Bien vérifier aussi votre adresse email parce que cette adresse email que vous allez référencer, ce sera l'outil de communication qu'on va utiliser pour peut-être vous demander des informations complémentaires quand on en a besoin ou surtout vous annoncer le résultat une fois que on étudiera votre dossier. Donc cette adresse email, que ce soit une adresse que vous consultez plus ou moins régulièrement. Ensuite, donc, il y a des frais d'utilisation de la plateforme à payer pour l'association à hauteur de 20 €. Donc c'est important de bien aller jusqu'à l'étape du paiement et de la dépasser pour être sûr que le projet, il est déposé. Tant que cette étape n'est pas dépassée, automatiquement, la plateforme ne prend pas en compte votre dépôt et donc nous, on ne va pas l'étudier. Chaque année, ça arrive à certaines associations qui pensent avoir déposé, mais qui ne sont pas allées jusqu'à l'étape du paiement. Et donc nous, on ne reçoit pas en fait votre projet. Et donc, on ne peut pas l'étudier. Et donc, voilà, c'est du temps qui est perdu pour vous et surtout, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas voilà, à nous solliciter, on est disponible pour ça. Donc l'idée, c'est, comme je vous l'ai déjà dit, de bien anticiper parce qu'il y a différentes étapes, aussi au niveau des sollicitations pour les accompagnements.
Parce que voilà, Liane, vous avez vu, c'est une équipe de 4 personnes. Il faut, enfin, si vous voulez solliciter la dernière semaine et tout le monde fait ça, ce sera compliqué, de répondre à toutes ces sollicitations. Donc voilà, n'hésitez pas à bien prévoir en amont aussi ces sollicitations. Donc ensuite, une fois que le projet il est déposé, le processus d'étude de ces dossiers, c'est tout d'abord une lecture interne par les équipes, de la guilde, pour surtout, s'assurer voilà, que les critères d'éligibilité, aussi bien de l'association et du projet, sont répondus. Donc par exemple, les 2 ans d'existence, le budget de moins de 200 000 € de l'association, et cetera, et cetera. Donc il y a une première présélection qui est faite, et un préjury qui est faite sur cette base-là, sur des critères, d'éligibilité et des premiers critères, souples également. Ensuite, tous les projets vont être lus, tous les projets qui sont, présélectionnés vont avoir une lecture externe. Donc c'est des experts, de la thématique et ou du pays d'intervention qui vont étudier, lire le projet et donner un avis sur ce projet. Après, cette lecture externe, on se réunit tous dans un comité de décision et on va, décider des projets qui vont être financés et des projets qui vont être à retravailler pour une prochaine session. Donc ensuite, il y a effectivement ce refus ou cette sélection de projets. Mais ce qui est important, c'est que pour tout projet, qu'il soit refusé ou accepté, vous aurez accès à ce qu'on appelle des avis du jury, qui seront disponibles en ligne et qui donnent en fait les raisons du refus, par exemple, avec des points de vigilance, des points qui manquent à votre projet et des recommandations faites par cette lecture externe et qui vous permettra, si vous le souhaitez, de retravailler le projet et de redéposer à une prochaine session. C'est pour ça qu'on fait le pari de faire 2 appels à projets par an, pour éviter à l'association d'attendre trop longtemps et de toujours donner la possibilité aux associations d'améliorer leur projet et de redéposer. Donc voilà, ça c'est pour le processus de sélection des projets. Et donc ensuite, pour les projets qui sont lauréats, il va y avoir un certain nombre d'étapes à suivre avant, pendant la mise en œuvre du projet. La première, c'est, on en a déjà parlé, c'est l'envoi de l'avis de non-objection à l'AFD. Donc, comme je vous ai dit, c'est des diligences qu'on va envoyer à l'AFD et eux, ils vont faire un criblage pour être sûr de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cette étape, elle est assez longue, elle peut durer entre 1 et 2 mois. Donc, c'est important de le prendre en compte parce que tant qu'on n'a pas cette validation de la part de l'AFD, on ne peut pas verser les fonds à l'association. Donc une fois que cette ANO a été, reçue, on va pouvoir vous verser, les 2/3 de la dotation qui est accordée. Donc ça, c'est très important. On ne verse que les 2/3 au début du projet. On va garder 1/3 du projet qui, lui, ne sera versé que lors de la validation du bilan final que vous présentez à la toute fin du projet. Donc en fait, ce tiers va devoir être avancé en trésorerie par votre association. Donc il faut être sûr que vous disposez de la trésorerie, pour avancer ce dernier tiers. Et donc nous, on va venir, vérifier ce bilan narratif et financier, de l'association, être sûr que tous les objectifs sont atteints, que toutes les factures, sont envoyées, l'ensemble des factures, sont envoyées, avant de verser ce, dernier tiers. Donc ça, c'est important, hein, il faut, bien prendre en compte, le fait que la dotation, elle est, tronquée. Donc il y a 2/3 au tout début du projet et 1/3 à la fin. Voilà sur cette, grosse étape. Est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'on a eu pas mal de temps d'échange, donc je vais passer directement la parole à Liane Coopération, sauf si vous avez des questions. Ça a l'air bon. Donc là, on vous a juste mis quelques petites recommandations. Alors, il y a des choses que Noah a déjà évoquées. Ah, Gervais, vous aviez une question? Oui, j'ai une petite question parce que je suis arrivé en retard pour prendre le webinaire. Je voudrais savoir sur quel thème portent les projets pour cette année, pour la session d'automne. Oui, donc cet appel à projet, il est, multithématique, c'est-à-dire que toutes, les thématiques de ce qu'on appelle l'aide au développement sont éligibles. Donc c'est, l'éducation, la santé, la formation professionnelle, l'eau et l'assainissement, l'agriculture, l'autonomisation des femmes, enfin voilà, il y a toute une liste, toutes les thématiques d'aide au développement sont éligibles. C'est ça, donc il y a un panel assez large, hein. C'est parce que Tout à généralement, fait.
généralement, il y a des thèmes qui sont proposés et Tout à on est en fait, ouais. dehors de ces thèmes-là, donc c'est pas la peine de soumissionner dans ces conditions. Ouais, Enfin bon, exactement. Mmh. nous allons prendre contact avec vous et aller sur le portail pour nous inscrire. C'est bien gentil. Je vous Super. remercie, madame. Merci, monsieur. Alors, merci pour la question et la réponse. Du coup, je vais effectivement vous faire un petit rappel de recommandations qu'on formule lors de nos accompagnements Alien Coopération. Donc, en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs projets alors, on en a de moins en moins, mais effectivement, pour répondre à l'appel micro-projet, il y a quand même, vous l'avez vu, toute une liste d'étapes à remplir. Un diagnostic terrain à ne pas négliger, les besoins du partenaire à bien identifier, etc., etc. Donc, ça prend du temps. Donc, ne négligez pas ce temps-là, en fait, de préparation de votre projet. Il faut que votre projet soit suffisamment bien ficelé, costaud pour pouvoir le déposer, en fait, auprès du bailleur. Il y a quand même une attente de qualité assez haute. Et n'hésitez pas vraiment à nous solliciter à Liane ou à solliciter également la guilde en partenariat pour vous accompagner dans la mise en place de vos projets. Donc votre projet, effectivement, a du potentiel. Il faut savoir bien le montrer, bien le valoriser. Donc, il faut prendre le temps de travailler sur la qualité, sur le fond de vos projets. Prenez le temps de la réflexion pour déposer un projet vraiment solide. Vous travaillez dans une logique d'intervention. Donc, il faut prendre le temps de bien s'informer, par exemple, sur le cadre institutionnel local, les textes législatifs, les plans locaux de développement. Il y a déjà des choses, des textes qui existent à respecter. Si vous voulez mettre en place n'importe quel projet, que ce soit éducation, accès à l'eau, etc. Donc, bien identifier, prenez le temps de bien identifier les acteurs du secteur aussi qui interviennent sur le territoire pour les associer en amont de vos interventions, que ce soit au niveau de l'État, mais aussi des entreprises, des associations, des bénéficiaires donc sur place, de bien analyser la demande des partenaires, les besoins, pourquoi pas en réalisant une enquête terrain, des entretiens avec la population, et de bien estimer les besoins en s'entourant, pourquoi pas, de professionnels du secteur, en mobilisant le programme Explore que j'ai mentionné tout à l'heure pour effectuer ce diagnostic. Ça va vous permettre de choisir une solution en fait plus adéquate aussi, que ce soit en termes d'équipement, mais aussi de viabilité économique, sociale, etc. Prenez le temps de bien travailler votre partenariat, donc de bien définir les rôles de chacun. Et l'idée, c'est vraiment pas de venir en assistance de votre partenaire local. Je pense que vous êtes tous suffisamment sensibles à ça, mais vraiment que ça soit un partenariat réciproque. Donc, on n'est pas dans une logique d'assistanat. L'idée, c'est vraiment que le projet vive après sans nous. Enfin, que les personnes soient complètement autonomes sans nous après. Mettez-vous bien d'accord aussi sur votre façon de communiquer entre vous, donc les éléments qui doivent être communiqués par vous, votre structure, les éléments que votre partenaire doit vous fournir, savoir qui doit faire quoi, pourquoi, tenir compte des capacités de chacun en termes de RH, de connaissances, etc., de compétences, et de bien identifier les responsabilités, contributions de chaque acteur. Donc, tout au long du déroulement de l'action, du calendrier. Donc, vous pouvez proposer un contrat de partenariat, c'est l'idéal, ça permet aussi de mettre les choses par écrit, et on a des exemples qu'on peut vous fournir sans souci. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'éviter le type d'activité. On veut construire un puits, le puits est construit, résultat, voilà, l'objectif c'est de construire un puits, le résultat c'est le puits est construit. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment savoir quel a été l'impact sur les bénéficiaires, comment ils ont été associés au projet, pour quels usages le puits a été construit, etc. Quelle est l'appropriation locale, qui va réparer le puits, quelle est la pérennité du projet sur le long terme pour les réparations, etc. Voilà. Faut également faire attention
parfois on peut avoir un ressenti non objectif. Donc, c'est-à-dire, on va sur le terrain, on voit une situation qui peut parfois nous choquer ou en tant que personne française, etc. Donc, il faut bien faire un pas de côté pour comprendre les enjeux, les besoins et les demandes réelles et prioriser avec les acteurs les besoins sur le terrain. Parce qu'en fait, souvent, sur un seul et même lieu, il y a beaucoup de projets possibles et imaginables. Il peut y avoir différentes demandes, mais la priorité numéro 1, c'est quoi? On commence par un projet, éviter de proposer des projets avec trop de thématiques différentes, en fait. Ensuite, pour la partie sur le slide de suivant, si c'est possible de passer, merci. Il y a un point de vigilance sur la présentation du projet. Mettez-vous bien en tête que les personnes qui vous lisent ne vous connaissent pas, ne connaissent pas votre structure, ne connaissent pas votre partenaire, ne connaissent pas votre projet. Donc vraiment, soyez le plus clair possible et structurez bien votre pensée dans la présentation. Par rapport aux pièces jointes, essayez de bien les nommer, de les numéroter dans le texte à chaque fois pour chaque pièce jointe, pour essayer de s'y retrouver, que le jury puisse faire les liens entre le texte et les pièces jointes facilement. Le jury a beaucoup de documents et de projets à lire et à découvrir. Donc l'objectif, c'est qu'ils puissent s'approprier et visualiser votre projet de manière très claire, en fait. Donc voilà, évitez aussi d'être trop général. Donc par exemple, quand on parle de la partie historique, etc., faut pas parfois on a beaucoup d'informations sur l'histoire du pays ou des choses comme ça. Alors, si c'est un lien direct avec le projet, oui, mais il y a des choses, voilà, faut essayer d'être aussi quand même synthétique. Donc voilà pour la partie un peu présentation du projet. Et d'une manière générale, on a listé un petit peu les erreurs à éviter. Donc, éviter d'envoyer des photos misérabilistes. C'est pas juste en mettant ce type de photos-là. On se doute que si vous déposez un projet, c'est qu'il y a un besoin local. Mais voilà, ça sert à rien de mettre ce type de photos. Il faut que ce soit des photos qui parlent du projet en lui-même, en fait, qui montrent ce que vous voulez faire. Ça va être quoi votre action et pour arriver à quel résultat. Et donc, ces photos, elles doivent illustrer vos propos. Éviter aussi les projets fausses techniques, donc c'est-à-dire de mettre beaucoup de schémas, beaucoup de chiffres. Alors il en faut, mais il faut vraiment que ce soit des schémas, des chiffres qui soient en lien direct avec votre action, avec vos activités. Ça sert à rien de mettre des chiffres très généraux qui sont voilà, qui vont pas avoir de lien direct avec l'action et qui vont perdre le jury. Éviter aussi la liste avec des longues solutions, enfin des longues listes de solutions. L'objectif et des longues listes de partenaires. Alors, il peut y avoir plusieurs partenaires, évidemment, dans un projet, mais l'idée, c'est qu'on comprenne bien, du coup, qui fait quoi et d'éviter la liste de solutions dans le sens où l'objectif, c'est que vous ayez déjà identifié la solution quand vous déposez votre projet, en fait. Si vous nous dites, on va peut-être faire comme ci ou comme ça pour l'accès à l'eau, utiliser tel moyen, enfin faire un forage ou trouver une autre solution ou juste, du coup, voilà, et vous devez arriver avec la solution déjà trouvée et expliquer pourquoi c'est cette solution qui a été choisie. Être clair. Donc, le projet fourre-tout, ça j'en ai parlé déjà, évitez d'avoir trop de thématiques différentes. Faites un choix, vous répondez à un appel à projet pour un projet et ensuite, il y en aura peut-être d'autres qui vont émerger au fur et à mesure, mais pour l'instant, c'est un seul projet. Éviter également donc, le projet où les réponses sont trop succinctes, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, justement. Des fois, on a des réponses, c'est oui, non. Bon, il nous faut plus d'infos, quoi. Il faut quand même un minimum de détails, mais de manière synthétique. Voilà. Et donc, le projet Blabla, c'était ce que je disais, c'était beaucoup d'informations. C'est pas que les informations sont inintéressantes, mais c'est juste que ça n'a pas forcément de lien direct avec votre action. Donc, à éviter, vraiment être le plus synthétique et clair possible, pour résumer. Voilà.
je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie, mais je pense que c'est des choses qu'on essaye d'aborder au fur et à mesure avec vous dans l'accompagnement. C'est pas un exercice facile et évident. N'hésitez pas à faire relire aussi vos dossiers par d'autres personnes, même qui ne sont pas de votre association, comme ça, et qui connaissent pas forcément votre action. Comme ça leur permet aussi ça vous permet aussi de voir quelles vont être les questions, les réactions. Voilà, d'avoir un regard vraiment neuf et extérieur, ça peut vous aider. Et je vais relaisser la parole à Noah pour cette partie. Merci Noah. Merci Adeline pour ces tips, effectivement très, très intéressants. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, je vais passer à la présentation de la plateforme de dépôt. Donc là où donc nous, on a dématérialisé les demandes de dépôt de projet. Et donc ça se fait à travers de cette plateforme qui s'appelle le portail solidaire. Pourquoi? L'idée de cette plateforme, c'est de dématérialiser, mais c'est aussi de rassembler sur un même lieu les porteurs de projets, d'autres bailleurs de fonds et les accompagnateurs. L'IAN Coopération, par exemple, a accès à la plateforme et peut regarder l'avancée de vos dossiers. Il y a aussi d'autres acteurs. Aujourd'hui, il y a la fondation Agir sa vie qui utilise aussi la plateforme Portail solidaire. Agir sa vie, c'est vraiment voilà, un bailleur qui a ses propres critères, ses propres moyens de financement. Mais l'idée, c'est que quand vous déposez un projet, vous pouvez, au niveau du budget, solliciter aussi bien la guilde que la fondation Agir sa vie. Donc, il faut bien faire attention à ce que votre projet réponde aux critères de la fondation Agir sa vie que vous pouvez aller voir sur leur site. Mais par exemple, Agir sa vie finance toutes les thématiques d'aide au développement, sauf la santé et l'éducation. Mais par exemple, contrairement à nous, les frais de fonctionnement, si vous montrez que le projet est viable, ils peuvent être financés. Donc voilà, Agir sa vie, je vous l'ai mis, hein, c'est des dotations entre 2 000 et jusqu'à 15 000 euros. Ils sont très concentrés sur ce qui est frais d'investissement, pardon, je me suis trompée, frais d'investissement. Par exemple, tout ce qui est équipement, etc. C'est ce qui va beaucoup intéresser Agir sa vie. Voilà, et comment faire pour les solliciter? Donc c'est ce que je vous ai dit, je vais vous présenter tout le canevas de dépôt et à un moment, en fait, il y a le budget de votre projet qui est à remplir. Côté dépenses, vous mettez toutes les dépenses que vous allez mettre en place pour réaliser le projet. Et côté ressources, vous allez mettre par exemple les ressources propres, les fonds propres de l'association si vous en avez. Et vous allez dans l'onglet guilde solliciter un montant à la guilde. Donc ça veut dire automatiquement que vous soumettez une demande de financement à la guilde. Voilà, qui va être étudiée, dans laquelle vous allez recevoir un avis du jury favorable ou défavorable. Si vous remplissez également la ligne Fondation Agir sa vie, automatiquement, la Fondation Agir sa vie va recevoir votre demande, votre sollicitation de financement, et elle va de son côté faire son propre système de sélection du projet, etc., etc. De leur côté, ça se passe par exemple par un oral, souvent. Donc voilà, il va y avoir un échange entre vous et les membres de la Fondation Agir sa vie. Donc voilà, l'objectif de cette plateforme, c'est au fur et à mesure d'intégrer de plus en plus de bailleurs et faire en sorte que les associations aient le moins de dépôts à remplir parce que voilà, on sait à quel point c'est long, chronophage et que ça vous prend du temps. Alors, j'avais une question dans le chat qui peut intéresser tout le monde. Donc, est-ce qu'il y a une limite du nombre de projets à financer dans la région des Hauts-de-France, à l'image des projets JSI, par exemple? Alors, normalement, non, il n'y a pas de limite particulière. Après, il y a une enveloppe voilà, de la guilde financée par l'AFD chaque année. C'est ça. Mais il n'y a pas de nombre limite. Donc, en fait, c'est vraiment en fonction de la qualité des projets. Tout à fait. Je te laisse Noah, reprendre, Noah. Oui. juste, est-ce que pour donner un peu une idée globale au porteur, tu peux dire un peu le nombre de projets qui sont déposés en général par rapport au nombre de projets financés? Ouais. Donc aujourd'hui, on est sur un taux d'octroi de 30%. C'est-à-dire que 30% des projets déposés sont financés, 30 sur 100 par exemple. Et par appel à projet, on a environ entre 150 à 160 demandes de financement qui sont déposées pour aujourd'hui une quarantaine de projets financés.
Ces chiffres sont en train de bouger légèrement parce qu'on a donc ces nouveaux doubles seuils de financement avec des associations qui demandent 20 000 euros. Donc ça, c'est des chiffres qui sont en train de bouger, mais on est aujourd'hui plus ou moins sur ça. 40 projets financés pour 160 dépôts. Gervais, oui, vous monsieur avez une Gervais. question ? Oui, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a une possibilité de cumul de la subvention Agir sa vie avec une subvention de la Guilde? Oui, bien sûr, c'est tout l'intérêt, effectivement. Vous pouvez solliciter les deux. Et peut-être que les deux vont vous financer, peut-être que l'un des deux va vous financer. Il y en a aussi qui font le choix de faire 2 demandes sur 2 projets différents, l'un pour Agir sa vie, l'autre pour la guilde. Enfin voilà, là pour le coup, c'est juste, ça vous permet de centraliser des demandes de financement et vous Bien, je vous remercie pour la réponse. Merci bien. voilà. Elisa? Oui, j'ai une petite question, Noah. Est-ce que les critères de sélection d'acceptation des associations de Agir sa vie, c'est les mêmes que de la Guilde, par exemple, avoir 2 ans d'existence, etc. Non, en effet, ils ont vraiment tous leurs propres critères. Donc je vous invite à aller les voir, sur leur site, Ok, c'est assez détaillé. Mais par exemple, eux, ils n'ont pas de durée minimum obligatoire pour les organismes d'intérêt général. Donc il ne faut pas les 2 ans d'existence pour la fondation Agir sa vie. super. Voilà, Merci. de rien. Alors, je me suis perdue dans mon truc. Il y a une Donc autre question oui, de Vladimir. bonjour Vladimir. Allez-y, vous pouvez ouvrir le micro. Il est en autorisé. Allô, oui, bonjour à toutes. Une question par rapport à la Fondation Agir sa vie. Est-ce qu'il faut être une association reconnue d'intérêt général, comme c'est une fondation, ou pas forcément, ou toute association de loi 1901, même si on n'est pas reconnu d'intérêt général, peut déposer un dossier? Je pense que c'est toute association, loi 1901, mais il faudra effectivement aller voir sur comment ça s'appelle? Leur règlement, pour être D'accord. sûr que ça réponde. Mais normalement, oui, c'est toute association, loi Ok, 1901. merci. Vous avez le lien de leur site internet dans le chat. Super, merci. Donc, je vais essayer de passer plutôt vite sur, la plateforme de dépôt. Donc surtout, n'hésitez pas à m'arrêter s'il y a, des choses que vous souhaitez, approfondir parce que c'est un petit peu long. Donc voilà, je vais vous présenter les différentes étapes pour déposer une demande de financement, donc directement sur la plateforme du portail solidaire. La première étape, c'est la création de votre espace association. Donc pour ce faire, vous allez renseigner un email, c'est ce que je vous disais, un email que vous consultez régulièrement puisque ce sera notre outil d'échange entre vous et nous. Vous allez également définir un mot de passe et ce mot de passe, vous en faites pas si vous l'oubliez, il y aura toujours un petit bouton «J'ai oublié mon mot de passe» pour le réinitialiser, mais il faut en définir un. Donc ça va être votre profil association. Ensuite, on va vous demander un certain nombre de documents à monter qui vont nous permettre de vérifier l'éligibilité de votre association. Donc, on va vous demander, par exemple, votre publication au journal officiel, donc de la création de l'association, votre compte de résultat sur l'année N-1 pour vérifier que votre budget annuel de l'association soit bien inférieur à 200 000 euros. Il nous le faut absolument pour pouvoir continuer les étapes de vérification et de lecture de votre dépôt. Ensuite, il y a quelques questions comme la présentation de l'association en une dizaine de lignes, son domaine d'intervention, où est-ce qu'elle intervient géographiquement. Donc là, on est vraiment au niveau de l'association et non pas du projet. Ensuite, on va vous demander de choisir l'appel à projet pour lequel vous souhaitez déposer un projet. Donc juste pour rappel, pour les associations qui ont déjà un espace association, il vous suffit tout simplement de vous connecter et vous passerez directement au choix de l'appel à projet. Mais il ne faut pas oublier, si ça fait un certain nombre, si ça fait du temps que vous n'avez pas déposé une demande de financement, à aller actualiser vos documents. Par exemple, si vous avez s'il n'y a pas le compte de résultat de l'année 2023, n'oubliez pas d'aller sur le profil structure pour actualiser ce document, parce qu'encore une fois, il nous le faut absolument pour vérifier l'éligibilité de l'association. Donc voilà, une fois que le choix de l'appel à projet, donc que vous avez bien choisi l'appel à projet automne 2023, 24, pardon, c'est important.
vous allez passer comment dire, au remplissage du projet. Donc, pour remplir votre projet, il y a un premier onglet qui est l'introduction. Sur l'onglet introduction, vous allez renseigner le titre général de votre projet, le sous-titre et un résumé du projet. Nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment de faire un résumé succinct et de le rédiger une fois que vous avez rempli le reste. Parce que ça vous permet un peu, une fois que vous avez rempli le reste, de décanter et de montrer, en fait, il faut vraiment en quelques lignes, on comprenne l'objet général de votre projet. Voilà. Donc ensuite, sur cette introduction, on va vous demander de définir les objectifs généraux puis spécifiques de votre projet. Objectifs généraux qui vont être en lien avec les ODD, les objectifs de développement durable. Et ensuite, donc, on va vous demander de détailler le contexte général, le contexte local, pardon. Donc, ne pas oublier, comme l'a dit Adeline, de ne pas faire un contexte trop large au niveau du pays ou autre. Mais nous, ce qu'on conseille, c'est vraiment de faire la technique de l'entonnoir. Commencer au niveau du pays pour donner un peu un cadre général, mais très vite aller au niveau de la région et puis plus spécifiquement sur vraiment votre zone d'action spécifique pour présenter les différentes difficultés ou besoins. Et toujours les lier aussi à la thématique de votre projet. Si votre projet est autour de l'éducation et vous nous parlez des difficultés liées à l'accès à l'eau, on va avoir du mal à comprendre le lien et pourquoi vous avez souhaité mettre en place un projet autour de l'éducation. Donc voilà, n'hésitez pas toujours à recentrer et, comme l'a dit Adeline, hein, à bien détailler, mais tout en étant succinct. Éviter de trop s'étaler, toujours voilà, essayer de concentrer votre information par rapport à votre projet. En quoi cette information est pertinente pour mon projet. Voilà, donc ensuite, il y a une partie historique du projet. Cette partie est aussi très importante. En fait, l'idée, c'est de comprendre, c'est là où on va comprendre comment vous avez construit votre projet, en réponse à quels besoins, en écoutant les besoins de quelles personnes, quel historique aussi avec votre partenaire, comment cette collaboration est venue à se construire et à présenter ce projet aujourd'hui. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment dans l'historique du projet, finalement, de présenter votre diagnostic et comment vous en êtes arrivé à la formulation du projet que vous nous présentez. La plateforme, donc comme je vous l'ai dit, c'est une plateforme qui est faite en ligne avec toutes les difficultés qu'une plateforme en ligne peut engendrer. Donc, il faut bien penser à sauvegarder vos informations. Toujours, il y a un bouton à la fin de chaque page, parce que c'est des onglets comme ça, il y a une page à la fin pour sauvegarder. Et c'est très important de toujours sauvegarder. On est sur voilà, une plateforme qui des fois expire sans, sans nous prévenir, et ce serait vraiment dommage de perdre toutes ces informations. Donc nous aussi, ce qu'on vous conseille, c'est éventuellement de préparer un document Word à côté. Comme ça, vous avez tout votre, comment dire, tout votre projet rédigé sur un document Word et ensuite de faire des copier-coller sur la plateforme pour venir répondre aux différentes questions en ligne. C'est qu'une suggestion. Ensuite, donc, le deuxième onglet à répondre, c'est l'onglet concernant le partenaire local. Donc, le partenaire local, déjà, on va vous demander de le nommer. On va vous demander aussi de donner son justificatif de reconnaissance. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, ça doit être un document qui atteste de son existence juridique dans le pays local. Donc, ça ne peut pas être un individu, ça doit forcément, obligatoirement, être une personne morale. Association, groupement, GIE, commune, collectivité, etc. etc. Ensuite, il y a plusieurs onglets où on va demander un peu les compétences et les expériences de cette structure. Pourquoi, en fait, elle est pertinente dans le cadre de ce projet. Mais il y a aussi une part où on va vous demander la répartition des rôles entre vous et votre partenaire local. Donc l'idée, c'est pas uniquement de démontrer en quoi le partenaire local est pertinent pour le projet, mais aussi vous, en tant qu'association française, qu'est-ce que vous venez apporter dans le cadre du projet en termes de compétences, de connaissances, d'expertise, et en quoi ces deux compétences sont pertinentes dans le cadre du projet, complémentaires ou voilà. Et aussi la répartition des rôles, donc un peu qui fait quoi dans le cadre du projet. On va vous demander également comme document une convention de partenariat. Donc ça pareil, ça doit vraiment être signé par les deux parties et expliciter voilà, quel est votre partenariat, quel est le rôle de chacun. C'est sur un format libre. Et comme c'est écrit, on a effectivement des modèles disponibles si vous souhaitez. Voilà, n'hésitez pas à solliciter Liane ou moi-même pour vous transférer ces modèles qui sont évidemment adaptés à la réalité de votre projet et de votre partenariat. Ensuite, il y a un dernier endroit
où vous pouvez ajouter d'autres partenaires locaux. Comme l'a dit Adeline, un projet parfois est structuré entre différents partenaires. Nous, ce qu'on demande en fait, c'est le partenaire vraiment de mise en œuvre avec qui vous allez co-construire le projet. Donc ce sera vraiment votre partenaire principal. Mais si vous avez d'autres partenaires, par exemple, avec un partenariat plus, administratif, avec une mairie ou autre, n'hésitez pas à les valoriser, c'est important. Également, si vous avez des projets, montés en tripartite et cetera, bah, vous pouvez également les mettre ici, tout en spécifiant qu'ils ont un rôle, un degré d'importance d'intervention, aussi important que le 1er, partenaire. Ça, il y a pas de souci. Voilà, donc la deuxième phase, donc là, je vous ai mis vraiment une capture d'écran de à quoi ressemble le portail solidaire. Donc, comme vous avez vu, il y a les onglets à votre gauche. Le premier, objectif et pertinence du projet, partenaires locaux. Il y a l'onglet bénéficiaires. D'ailleurs, c'est d'abord l'onglet bénéficiaire. Je sais pas, j'ai inversé les slides. Je vous présente d'abord l'onglet bénéficiaire. Donc, l'onglet bénéficiaire, vous allez indiquer tout simplement le nombre de bénéficiaires directs du projet et ensuite les bénéficiaires indirects. Et on va vous demander aussi plus d'informations sur tout simplement leurs caractéristiques. Donc l'idée, c'est d'expliquer, bah voilà, on vous demande par exemple le nombre de femmes, le nombre de jeunes et leurs caractéristiques et comment ils sont impliqués dans le cadre du projet, par quelles actions. Voilà, donc implication des bénéficiaires. Ensuite, dans cette partie-là, on va vous poser quelques questions concernant l'égalité femmes-hommes dans le cadre du projet, l'inclusion de la jeunesse et l'inclusion ou la réflexion autour des personnes qu'on appelle exclues du projet. Donc pour l'égalité femmes-hommes, c'est l'un des critères de sélection que je vous ai présenté tout à l'heure. L'idée, c'est tout simplement de s'interroger sur comment mon projet prône l'égalité femmes-hommes, comment on intègre les femmes, comment on avance vers une autonomisation plus importante des femmes, même si ce n'est pas le cœur de notre projet, même si nous, on est sur de l'assainissement. Est-ce que, par exemple, dans le comité de gestion, on a veillé à qu'il y ait une proportionnalité entre les femmes et les hommes? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Etc., etc. Pareil pour les jeunes, l'idée c'est de voir comment ils sont impliqués dans le projet et comment on va aussi peut-être accompagner une potentielle montée en compétences de ces jeunes pour qu'ils puissent vraiment être acteurs du projet. Concernant les exclus, c'est une question qui est parfois difficile à comprendre. En fait, l'idée, c'est de se dire que comme un projet, il a des moyens et des ressources limitées, il y a forcément, enfin, tout projet comporte forcément une part d'exclus. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'identifier qui sont ces exclus et de réfléchir au potentiel blocage aussi que cela peut apporter. Donc voilà, il s'agit de montrer que vous avez su prendre du recul pour les identifier et faire en sorte qu'il y a eu assez de discussions avec ces potentiels exclus pour éviter des blocages dans le projet, tout simplement. Donc je reviens sur l'onglet activités. Donc voilà, la deuxième phase, et c'est vraiment le cœur de votre projet, hein, finalement, du dépôt. Vous allez nous présenter l'ensemble des activités qui vont être mises en œuvre dans le cadre du projet et ces activités, comment elles répondent aux objectifs généraux et spécifiques que vous nous avez présentés plus haut. Donc tout d'abord, vous allez présenter le calendrier général du projet. Donc vous avez une date de début et une date de fin. Il faut bien faire attention que cette date de début et de fin, que l'entre-deux soit composé entre 1 et 3 ans. Mais également dans les activités, il ne suffit pas juste de mettre que le calendrier global, ça fait 1 an, mais en fait, dans les activités, on voit que ce n'est pas le cas. Voilà, bien veiller à la cohérence entre votre calendrier global et les activités et le calendrier de chaque activité. Donc dans les activités, l'idée, c'est vraiment d'être le plus concret et précis possible. Dans chaque activité, c'est important de se poser les questions qui, quoi, où et comment, et de toujours répondre en détaillant le plus possible, en étant le plus concret possible. Par exemple, si on met en place une formation, il ne suffit pas juste de dire on va mettre en place une formation pour aider les agriculteurs à avoir une meilleure connaissance de l'agroécologie, mais de détailler combien de temps ça va durer, quel formateur va la présenter, pourquoi, à quel besoin ça va répondre, quel est le contenu de cette formation et où est-ce qu'elle va se dérouler, sur combien de temps, etc. Donc voilà vraiment, il faut donner le plus de précision dans les activités. Dans ces activités, on va également vous demander les moyens humains et les résultats attendus de cette activité, moyens humains et techniques. Donc voilà, l'idée c'est d'identifier
de quels matériaux vous avez besoin et de quel RH vous avez également besoin, ressources humaines, pour mettre en place cette activité. Et ces moyens, ils doivent être cohérents. Une fois qu'on ira voir le budget, on doit retrouver ces moyens dans le budget. Puisque vous en avez besoin pour les activités, il faut qu'on les retrouve dans le budget. Donc ça aussi, il faut veiller à cette cohérence tout au long du dépôt. Sur les activités, le calendrier, c'est important de vous rappeler que la guilde ne finance pas des activités qui ont déjà été engagées, mais elle finance que des activités qui sont à venir à compter de la date de clôture de l'appel à projet et non pas de l'annonce des résultats. C'est-à-dire qu'à partir du 13 septembre 2024, votre projet peut commencer, même si vous allez recevoir les résultats de l'appel à projet, donc est-ce que c'est financé ou pas, que fin novembre. Mais c'est important, toutes les activités qui sont faites avant, c'est à mettre dans l'historique du projet et non pas comme des activités parce que c'est déjà passé et nous, on ne peut pas les financer. Donc vraiment, très important de ne présenter que des activités à venir. Voilà. Je crois que j'ai dit l'essentiel pour les activités. C'est une partie qui est importante, donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. C'est bon pour tout le monde? Ok, j'ai l'impression que c'est bon. Une deuxième partie qui est importante au niveau du dépôt, c'est l'onglet viabilité. Donc l'onglet viabilité, il se découpe en plusieurs types de viabilité. On va vous poser une question pour chaque type de viabilité pour essayer de comprendre les réflexions que vous avez portées en ce qui regarde la pérennité de votre projet. La première et une des plus importantes, c'est la viabilité financière. En fait, tout simplement, la question, c'est de comprendre comment seront pris en charge les frais de maintenance et ou de fonctionnement à long terme dans le cadre du projet, après la fin en fait du projet. Une fois que les financements de bailleurs extérieurs seront finalisés, comment le projet va continuer à exister et à se pérenniser dans le temps. Pour cela, il y a différentes méthodes qui sont utilisées. Il peut y avoir par exemple des activités génératrices de revenus, par exemple un jardin potager où on va cultiver des légumes et les vendre pour venir par exemple financer le salaire d'un enseignant. Voilà, il y a différents outils qui peuvent être utilisés pour viabiliser votre projet. Il y a le financement par base communautaire, donc mettre en place un impôt local, faire participer les membres par exemple d'une coopérative pour mettre en place une caisse et permettre la réparation ou la maintenance des petits équipements ou des outils. Il y a aussi des partenariats avec des entreprises, etc., qui peuvent être mis en place. Et l'un des moyens de viabilité qui est surtout pas à négliger, c'est d'impliquer l'État. Quand c'est possible, bien sûr, ce n'est pas le cas partout, ce n'est pas le cas tout le temps, mais typiquement sur des constructions d'écoles, de salles de classe supplémentaires, c'est important d'essayer d'impliquer le ministère de l'Éducation pour faire en sorte qu'après la construction, eux, ils prennent en charge le fonctionnement, le paiement du salaire de l'enseignant supplémentaire ou etc. Donc voilà pour la viabilité financière, qui encore une fois est très importante et va être regardée attentivement par les instructeurs de la guilde. Donc ensuite, sur l'onglet viabilité, il y a d'autres petites viabilités qui vont en découler. La première est la viabilité sociale et culturelle. L'idée, c'est de comprendre comment votre projet est en accord et respecte les traditions et les mœurs locales pour être sûr que le projet, tout simplement, va être accepté localement et va avoir l'engouement qui est espéré. Donc voilà, l'idée, c'est juste que vous nous donniez quelques informations là-dessus, pour être sûr que le projet ne va pas à contre-courant de ce qui est fait localement. Ensuite, il y a la viabilité politique et réglementaire. Tout simplement comprendre comment les autorités traditionnelles et modernes sont impliquées et ou informées du projet, encore une fois pour éviter tout blocage et pour s'assurer que vous vous intégrez au sein de l'écosystème local qui existe déjà. Nous, Association française, on s'insère aussi dans la réalité de ce qui existe sur place et on ne peut pas faire à côté d'eux. Il faut vraiment essayer d'impliquer ou en tout cas d'informer les autorités locales. Ensuite, donc, il y a la viabilité environnementale. Donc, c'est là où on va observer que votre projet n'est pas un impact plus négatif que positif pour l'environnement. Et l'idée, voilà, c'est d'essayer de faire une balance. Par exemple, j'ai déjà cité des exemples tout à l'heure, donc je ne reviens pas là-dessus.
Ensuite, une viabilité importante, c'est la viabilité technique. Donc l'idée, c'est vraiment de savoir comment la pérennité des matériaux va se mettre en place, qui va pouvoir assurer cette maintenance, cet entretien des matériaux. Donc qu'est-ce qui a été réfléchi pour, une fois qu'il y a l'investissement en matériel, que celui-ci puisse se réparer, etc., dans la durée. Également, la viabilité organisationnelle est assez liée avec la viabilité technique. C'est tout simplement comprendre, après la mise en place du projet, qui va s'assurer de la gestion et est-ce qu'ils ont les compétences pour le faire. Si ce n'est pas le cas, comment on leur apporte ces compétences-là. Donc voilà, s'assurer que le projet, que le suivi du projet est assuré, comment on va le rendre pérenne dans le temps, etc., etc. Donc ça se fait par exemple à travers des comités de gestion ou d'autres types d'organisations. Finalement, donc il y a 3 dernières petites questions qui vont plutôt, être attrait à tout ce qui est dispositif de suivi et évaluation. Donc voilà, vous demandez quels est, les indicateurs, par exemple, que vous allez mettre en place pour, s'assurer du bon suivi de votre projet, pour s'assurer que vous allez, mesurer les changements, de votre projet. Qu'est-ce qui a changé entre avant la mise en œuvre du projet et après? Comment, les améliorations ont pu être constatées? Qu'est-ce qui a changé, tout simplement? L'idée, c'est que ce dispositif soit anticipé vraiment avant la mise en œuvre du projet. Parce que, on le sait tous, une fois qu'on est dans, la mise en œuvre du projet, on a vraiment la tête dans le guidon et si on n'a pas anticipé comment on allait, mesurer, ces changements-là, comment on allait mettre en place des indicateurs de suivi, c'est parfois plus difficile une fois qu'on est, voilà, en train de mettre en œuvre le projet. Donc voilà, aussi pour le suivi des factures, quel est le fonctionnement qu'on va mettre en place avec, notre partenaire local pour être sûr qu'il y a une bonne remontée des factures, que nous, on va pouvoir tout stocker et être en capacité de répondre aux attentes des bailleurs une fois le projet fini. Si on attend la fin du projet pour tout récupérer, c'est plus difficile que si on le fait au fil de l'eau et qu'on surtout on l'a préparé en amont dans notre planification de projet. Ensuite, il y a des questions concernant les actions pardon, de sensibilisation, en France. Donc tout ce qui est EXI, éducation à la citoyenneté et solidarité internationale. L'idée, c'est juste de comprendre quelles sont éventuellement, les retombées de votre projet que vous faites, sur les territoires en France. C'est pas du tout un critère, rédhibitoire si vous en faites pas, mais pour nous, c'est toujours important et voilà, bien de valoriser les actions que vous menez en France aussi. Une dernière question va concerner les prolongements envisagés, dans le projet. Ça pareil, hein, parfois c'est un projet ponctuel qui a du sens dans cette localité. Un équipement de forage, on va le faire une fois et après il n'y a pas forcément de prolongements qui sont envisagés. Mais parfois c'est des projets pilotes et qui a vocation peut-être à, être répliqués ou à être étendus. Et si c'est le cas, c'est intéressant pour nous de le savoir. Donc la case prolongement envisagé, elle est là pour ça. Voilà. Donc ensuite, il y a une partie concernant le budget. Donc voilà, j'en ai déjà parlé. Il va falloir remplir l'ensemble des dépenses de votre projet et les ressources. Et il faut bien sûr un équilibre entre les dépenses de votre projet et les ressources. Donc par quels moyens vous allez financer ces dépenses. L'idée donc c'est de lister toutes les dépenses liées à votre projet. Et vous pouvez ranger par type de dépenses. Par exemple, frais de construction, frais de suivi et évaluation, frais d'aménagement, frais de formation. Mais vous pouvez aussi faire le choix de les organiser par objectifs spécifiques. Ensuite, il y a une colonne mode de calcul. Donc là, par exemple, vous allez mettre, je ne sais pas, le suivi du projet, c'est un coordinateur fois les 12 mois de suivi de projet. Donc ça donne une indemnité qui est de temps. Si vous avez des devis, c'est important d'écrire devis et de surtout les annexer, au projet. C'est quelque chose qui, pour des frais, par exemple, des frais importants de construction ou d'aménagement ou d'équipement, les devis, c'est important pour s'assurer que vous avez, estimé, les prix et que les prix ne vont pas trop fluctuer entre, le dépôt de projet et la mise en place du projet. Donc voilà, que vous avez déjà essayé de créer des liens avec des fournisseurs qui vous ont, estimé un prix pour ces équipements. Donc ensuite, il y a le montant et il y a aussi le pourcentage de cette dépense par rapport au budget total de votre projet.
Ensuite, il y a 2 lignes, effectivement, divers et imprévus et des frais d'administratifs. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est, de toujours mettre des frais de divers et imprévus parce voilà, il y a toujours il y a de l'inflation, il y a toujours des changements, il y a la réalité du terrain, qui influe sur le projet et c'est important peut-être de prévoir cette marge-là dans votre budget. S'il y a des imprévus qui se passent, d'avoir, les frais disponibles pour, voilà, pour pouvoir, répondre à ces imprévus-là. Les frais administratifs aussi, ils peuvent l'être de maximum 10. Voilà, on sait tous que c'est des frais qui sont difficiles à être financés, les frais internes de l'association, par exemple, je sais pas, les frais, de gestion internet, sur place, de l'école, par exemple, sur place, ou d'un centre de formation. Donc ça, vous pouvez les valoriser dans les frais administratifs. Aussi peut-être des frais, RH qui pourraient, je sais pas, par exemple un poste de communication qui utilise vraiment peu de temps sur le projet, mais qui serait intéressant à mettre en place. Vous pouvez les mettre dans les frais administratifs du projet, à hauteur de 10 maximum du total de votre budget. Sur la partie ressources, donc, vous nous présentez un peu une photo à un instant T. On sait très bien que les ressources du budget ont vocation à bouger, mais l'idée, c'est de nous présenter ce que vous comptez solliciter, pour financer, ce projet. Vous pouvez aussi nous mettre, donc c'est pour ça qu'il y a l'onglet acquis ou sollicité. Si vous avez des financements qui sont déjà acquis dans le cadre du projet, vous mettez acquis et vous nous ajoutez le justificatif de financement en annexe, c'est très important. Si c'est écrit acquis, il nous faut un document qui témoigne du fait que les financements ont été acquis. Et sinon, effectivement, vous pouvez mettre sollicité pour que nous, on puisse se projeter sur les différents bailleurs qui vont être sollicités dans le cadre du projet. Voilà pour le budget. Et donc ensuite, il y a donc le budget, c'est la première partie. Et juste en dessous, il y a un autre morceau du budget qui sont les valorisations. Donc pour ceux, on a déjà un petit peu discuté sur les valorisations en début de formation, mais pour ceux qui n'étaient pas là, donc par valorisation, on entend toute contribution qui est non monétaire au projet. Donc tout ce qui est donné ou prêté gracieusement, par exemple de la main-d'œuvre locale bénévole, du don de matériel, du don de terrain, c'est des choses que vous pouvez valoriser. Donc qu'est-ce que ça m'aurait coûté si j'avais dû investir dedans dans le cadre du projet? Et vous pouvez le mettre dans cette partie-là. Pourquoi c'est intéressant de valoriser ces valorisations? Déjà, c'est important tout simplement de valoriser, de mettre en avant le temps que vous y passez, comment dire? L'engouement autour du projet. Mais aussi, ça permet dans, les calculs de plafond, budgétaire que je vais vous mettre juste ici. Quand vous présentez une dotation à la guilde, je vous rappelle que la dotation à la guilde ne peut pas être, supérieure à 50 du total du budget du projet. Et sur ces 50 restants, 25 peuvent être des valorisations. Ce qui fait que vous pouvez jouer avec ces valorisations-là sur le seuil de financement maximal que vous demandez à la guilde. Donc, je vous ai mis un petit exemple là parce que c'est pas toujours évident ces calculs. Donc, par exemple, sur un projet à 10 000 €, vous ne pourrez solliciter la guilde qu'à hauteur de 5 000 €. Mais si par exemple il y a 1 000 €, ah oui, parce que j'ai pas parlé des dépenses inéligibles encore. On en parlera après. Mais sur donc les 10 000 € qui restent, il peut y avoir 2 500 € de valorisation. Ce qui fait que vous aurez à trouver des autres financements, d'autres ressources qu'à hauteur de 2 500 € pour compléter votre plan de financement. Donc je n'ai pas parlé des dépenses éligibles et inéligibles. Donc pour vous résumer, au niveau de la dotation qui est éligible, il y a tout ce qui va être éligible à la dotation de la guilde. C'est en gros tous les frais liés à la mise en œuvre sur place. Donc ça va être par exemple les salaires des formateurs locaux, l'achat d'équipements sur place dans le pays, les frais de construction, tout ce qui est frais de communication, les frais de fonctionnement aussi, sur une année par exemple, mais il faut être en capacité de démontrer qu'ils seront couverts dans la partie viabilité sur le long terme. Nous, on ne va pas venir financer, par exemple, les frais d'un enseignant si il n'est pas garanti qu'au bout, à la fin du projet, cet enseignant ne va pas être viré faute de financement, mais il va continuer à être financé par, voilà, encore une fois, l'apport du ministère de l'Éducation ou une activité génératrice de revenus, etc., etc. Donc on peut
soutenir les frais de fonctionnement, comment dire, le démarrage de ces frais de fonctionnement, parce qu'on sait que c'est parfois difficile de les couvrir la première et la seconde année, mais in fine, ça doit être démontré que leur financement est pérenne. À l'inverse, tout ce qui est inéligible, ça va être tous les frais liés à l'association française notamment. Donc par exemple, tous les frais de transport, les frais d'avion, les frais de mission, ce n'est pas des dépenses que nous, on peut prendre en compte dans notre dotation. Et donc ce sera à sortir, vous pouvez les présenter dans votre budget de projet, mais ce sera à sortir de la dotation éligible et du budget total. Donc dans le calcul du budget total du projet, vous sortez toutes ces dépenses-là, et c'est ça ce que le budget guild peut être réfléchi, et la dotation guild de 50% de ce budget des dépenses éligibles. Vous me dites si c'est pas clair, hein. Donc globalement, voilà les dépenses, j'ai listé un peu les dépenses qui ne sont pas éligibles. Donc comme je vous ai dit, les dépenses qui ont déjà été réalisées, donc sur des activités passées. Tout ce qui est salaire en France, matériel acheté en France, transport de ce matériel de la France vers le pays local, tout ce qui est déplacements internationaux de l'association française, et donc également les frais d'un service civique comme on en a parlé tout à l'heure. Ils ne sont pas éligibles, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez même les mettre dans le budget. Par exemple, sur les frais de mission, si vous mettez que l'évaluation du projet va se faire par la visite d'un membre de l'association française, mais que dans le budget, ça n'apparaît pas, ça pose quand même des questions. Donc n'hésitez pas à les présenter quand même dans votre budget. Et nous, au sein de la guilde, on fera le calcul, on enlèvera les dépenses inéligibles, et on pourra, par exemple, baisser la dotation demandée si ça dépasse le plafond. Ça, il y a pas de souci. On sait que c'est compliqué pour les associations, donc on peut, nous, on sait faire enfin voilà, on fera les calculs de notre côté. Voilà, bah, je finis peut-être et on prendra toutes vos questions. Donc la toute dernière partie, c'est la partie annexe photos et vidéos. Donc voilà, les annexes, n'oubliez pas d'ajouter toute annexe utile au projet, tous les devis, très important, toutes les demandes institutionnelles signées, les accords de la mairie, la reconnaissance par exemple d'un justificatif de don de terrain, enfin voilà, tout document qui puisse renforcer ou venir témoigner de ce que vous présentez dans le narratif, il nous le faut absolument. Pareil, les devis, n'hésitez pas à ajouter et justifier tous les frais estimés qui seront présentés dans votre budget. Vous pouvez ajouter aussi des dossiers de subvention que vous avez fait à d'autres bailleurs, mais gardez en tête que l'essentiel de l'information doit quand même se présenter dans le canevas de dépôt. Comme je vous l'ai dit, on reçoit beaucoup de demandes de financement, et parfois on n'a pas le temps de lire en détail tous les dossiers en annexe, etc. Donc l'essentiel de l'information, le cœur de votre projet, il doit se présenter dans le canevas de dépôt du portail solidaire, et non pas que en annexe. Pareil pour les photos, Adeline a déjà expliqué un peu l'attente dans le cadre des photos, mais voilà, c'est vraiment des photos qui vont permettre au comité de mieux comprendre le projet et de se projeter aussi dans ce projet. Donc n'hésitez pas à choisir des photos qui sont pertinentes pour imager votre projet, la pertinence de votre projet. Par exemple, le lieu dans lequel, le terrain dans lequel sera mis en place un projet, ça peut être très pertinent pour mieux se projeter. En toute fin, donc il y a un onglet avis de non-objection. Donc cet onglet, ça reprend un certain nombre de questions. Ça vous demande aussi, par exemple, les membres qui composent votre conseil d'administration. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont exposées politiquement? Est-ce que votre projet il est situé en zone rouge? Et nous, en fait, on va faire un extrait de cet ANO si votre projet est financé, et c'est le document qu'on va envoyer à l'AFD pour faire le criblage. Donc n'hésitez pas à être voilà, le plus clair possible pour permettre à l'AFD d'étudier le plus rapidement ces demandes. Et on n'a jamais eu d'aller-retour, mais voilà, n'hésitez pas à être très clair sur cet ANO. Voilà, je voulais finir par quelques petites règles pratiques, et puis on prendra toutes vos questions par la suite. Donc encore une fois, j'insiste sur le fait de ne pas oublier de sauvegarder régulièrement vos avancées, et j'insiste sur le fait de peut-être avoir surtout un document Word et de faire des copier-coller. Vraiment, on a très souvent malheureusement des bugs sur ce portail ou une difficulté d'enregistrement, et ce serait dommage que vous perdiez vos informations à cause de ça. Il faut obligatoirement un seul dossier de demande de subvention par session et par association. Donc une association, elle ne peut pas déposer plusieurs demandes sur un appel à projet au niveau de la guilde. Il en faut un seul.
Pour les zones rouges, juste simplement vous rappeler de bien faire attention au déplacement des membres de l'association française et peut-être de bien expliquer dans le cadre du projet comment vous adaptez la répartition des rôles entre vous et la structure locale et votre partenaire pour prendre en compte ces aspects sécuritaires. Et bon, peut-être finir par vous dire qu'on est bien conscient que le dépôt, il est très conséquent, il est long à remplir, mais c'est pour ça qu'il peut être chronophage. Mais voilà, l'idée, c'est que ça vous permet aussi de structurer votre projet, de penser à tout ce qui englobe votre projet, au-delà vraiment juste des activités de mise en œuvre. Et c'est pour ça aussi qu'on se tient à votre disposition pour vous aider, pour vous appuyer, pour répondre à vos questions, aussi bien lien de coopération qu'à la guilde. Si vous avez aussi des bugs, des difficultés à accéder au portail, voilà, on est vraiment là pour vous appuyer. Et il y a aussi un tutoriel d'aide au dépôt qui reprend toutes les rubriques du dépôt, toutes les questions qu'on vous pose et on vous dit ce qui est attendu, ce qu'on attend dans cette rubrique précise. Donc pareil, il est disponible sur la plateforme de dépôt, dans l'onglet, dans l'encadré bleu qu'il y a avant la partie qui est à remplir par vous. Et surtout, n'hésitez pas à aller le voir parce que ça peut vous aider s'il y a des questions qui sont parfois pas très claires ou que vous avez des questions. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. On vous enverra bien sûr le PowerPoint. Donc, je vous ai ajouté quelques liens utiles de la guilde, de la médiathèque dont je vous ai parlé au début, du tutoriel, etc., etc. On vous enverra également le lien vers le webinaire qui a été donc enregistré pendant toute la session. Je vous enverrai aussi les liens qui ont été mentionnés pendant la session vers la Fondation Agir sa vie, le programme de volontariat d'échange de compétences Explore. Voilà, ces différentes informations-là. Et après, comme l'a dit, je rappelle aussi que, comme l'a dit Noah en début de webinaire, il y a 2 appels à projets par an. Donc, si jamais vous n'êtes pas prêt pour l'appel à projet du 12 septembre, il y en aura un autre au printemps 2025, puis un autre encore à la rentrée 2025, etc. Donc, voilà, pas de panique si vous n'arrivez pas à réunir tout ce qu'il faudrait, tout ce qu'il serait nécessaire pour cette prochaine session. Et je propose qu'on commence à prendre les questions. Je vois que Gervais a levé la main. Oui, c'est au sujet du slide précédent. C'est-à-dire que vous parlez de mission exploratoire. Nous avons une mission qui va partir ici à la fin juillet pour se rendre compte de la situation sur le terrain. Et ce rapport peut-il être introduit dans l'appel à projet? Ce rapport de mission exploratoire. Ah oui, oui, tout à fait. Ça Tout à va fait. être, ça va permettre d'imager votre diagnostic. Donc ouais, je pense que ce sera plus que bienvenu de l'ajouter dans les annexes, mais surtout dans la partie historique du projet, n'hésitez pas à en parler. Voilà, on est allé sur place, on a fait une mission exploratoire, vous avez le rapport en annexe, le détail c'est ça, si ça, parce qu'encore une fois, donc le rapport j'imagine qu'il est long, donc n'hésitez pas à en faire un résumé très succinct dans l'historique pour démontrer en quoi cette mission exploratoire a permis de dimensionner votre projet. Disons, elle confirmerait la Voilà, réalisation, la possibilité de exactement, réaliser le projet sur place. exactement. Et alors, en ce qui concerne les slides que vous avez présentés, est-ce que vous les mettez à disposition? On peut les retrouver? L'ensemble des slides? Oui, tout à fait. On va vous les envoyer par mail. Ah, c'est gentil, merci. Merci bien. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, donc bien sûr, on vous les enverra par mail pour que vous les re-regardiez à tête peut-être plus reposée. C'est bien, je vous remercie. Est-ce que les autres participants, vous aviez des questions? Non, pas de questions. Du coup, si c'est très clair pour vous, je propose qu'on a... Ah, si, une main se lève, pardon. Awaba, allez-y. Donc, alors, ah oui, je pense qu'il y a un problème de micro. Un instant. Je vais débloquer ça. Bon, Allez-y, écoutez, moi, normalement, je vous vais pouvez ouvrir votre micro. Awa. Si vous cliquez sur votre micro, ça devrait fonctionner. Donc, le logo du micro est en haut de votre écran, sur l'onglet du haut. Ah, voilà, enfin. Oui, bonjour.
Je voulais savoir si on a accès à l'enregistrement de cette formation. Oui, ça sera transmis par mail également en même temps que le PowerPoint. Ah, d'accord, merci. C'est tout. On vous enverra également par la suite un document à remplir pour signer, comme quoi vous avez participé à cette formation. Donc, si vous pouvez prendre le temps de faire cette petite signature, ce sera apprécié Ça par, marche. par nos deux structures. Donc, pareil, je vous l'enverrai par mail à la suite du webinaire. OK. Jean-Pierre, vous avez Oui, une voilà, question? écoutez, simplement, c'est pas une question, simplement vous remercier pour cette présentation qui était claire, qui nous a bien renseigné, enfin, qui m'a bien renseigné. Je pense que c'est pareil pour les participants. Et merci à tous et voilà, très bonne continuation. Merci pour ces encouragements. Voilà. Et une bonne continuation à tout le monde. Comme l'a dit Noah, on reste disponible pour la suite et échanger avec vous et vous accompagner dans vos futurs projets. Donc voilà, on reste à disposition. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Je vois qu'il y a des petits commentaires dans le chat.